lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Chers amis, bonjour pour cette nouvelle émission Synthèse sur TV Liberté. Émission d'été, puisque nous sommes, ça y est, la période estivale a commencé. Et justement, comme c'est une émission d'été, on ne va pas parler, un petit peu quand même, parce que tout est politique de toute façon, on ne va pas uniquement parler politique aujourd'hui, ni littérature, puisque nous recevons un historien. Alors tout d'abord, je remercie Philippe Randa, le grand retour de Philippe Randa, parce que Philippe Randa était absent la semaine dernière, mais la semaine dernière, la dernière émission, mais Philippe Randa est de retour pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs. Mais comme il faut toujours qu'il y ait un absent, le professeur n'est pas arrivé. Alors peut-être que le professeur est retenu dans le métro ou par ses élèves, il a peut-être été pris en otage par ses élèves. Il est parti en vacances. Oui. Ah oui, il est parti en vacances. Évidemment, je n'avais pas pensé. Il est parti en vacances sans nous demander l'autorisation. Dans quel monde vivons-nous ? C'est un professeur, n'oublions pas. Ah bah oui, voilà, c'est un fonctionnaire. Donc, mais justement, puisque nous parlons des professeurs, aujourd'hui on reçoit aussi un professeur, lui qui n'est pas parti en vacances, et qui est un professeur qui ne part pas souvent en vacances, je ne sais pas, mais enfin en tout cas qui a beaucoup d'activités qui doivent lui occuper beaucoup de son temps libre en tout cas, puisque nous avons le plaisir de recevoir Reynald Secher. Bonjour Reynald. Bonjour Roland, bonjour Philippe. Alors Reynald Secher, j'avais presque dit, on ne le présente plus, très connu dans les milieux nationaux, très connu dans les milieux non conformistes, on va dire plus exactement. Classique, dirons-nous. Classique, les niveaux, les milieux de gens de bon sens, voilà, on va globaliser. Et vous êtes souvent passé, vous êtes déjà passé plusieurs fois sur TV Liberté. Oui, absolument, oui. Et Reynald Secher a une œuvre considérable derrière lui. Et une autre devant lui, d'ailleurs, aussi, certainement. J'espère. On l'espère tous. Une œuvre considérable. Vous avez écrit combien de livres, Reynald Secher ? Je suis incapable de vous le dire, là, spontanément. Je suis pas capable de le dire. La liste, ça, c'est votre dernier livre, La Pierre de Vendée à la chapelle Basse-Mer. Donc, il doit bien. Non, si c'est bien édité, si c'est bien fait. Non, c'est pas bien édité parce que je suis l'éditeur. Donc, j'ai pas mis la liste de mes livres. L'auteur se plaindra à l'éditeur, il n'a pas mis la liste de ses livres. Comment dire ? Je sais pas, une cinquantaine, soixantaine, entre les bandes dessinées, les films, les livres scientifiques, les romans. Oui, ça doit être ça, une soixantaine. Oui. Une soixantaine, dont une bonne partie consacrée au point central de votre activité, c'est-à-dire la réhabilitation. Je ne sais pas si on peut appeler ça la réhabilitation, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de la réhabiliter, puisqu'elle a été dans le droit chemin et dans le vrai, en tout cas. Donc, la défense de la mémoire de la Vendée, si je puis dire. Enfin, oui, c'est un peu plus que ça. Plus que ça. Parce que je rappelle toujours que lorsque Jean Meyer m'a fait l'honneur de me solliciter pour réfléchir sur la Vendée au sein de l'université de Paris 4. Il faut se rappeler, nous sommes en 80, au sein de l'université, c'est un sujet tabou. Et on justifiait cela, tous les courants majoritaires au sein de l'université, marxistes pour l'essentiel, expliquaient qu'il n'y avait pas d'écrit en la matière, en tout cas d'écrit de première main. Et Jean Meyer, qui est malgré nous un homme de souffrance absolue, qui a servi toutes les armées des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, était surpris par ce silence officielle de l'histoire par rapport à la Vendée. Et il a repris à son compte, bien entendu, la problématique avancée par les marxistes. Il a voulu vérifier. C'est pour ça qu'il m'a sollicité, parce que je suis issu de la Vendée militaire. Il m'a sollicité pour démontrer d'abord s'il y avait des éléments, des preuves pour écrire cette histoire. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce carottage célèbre sur la chapelle Basse-Mer. C'est la seule communauté qui a été étudiée en profondeur pour à la fois vérifier s'il y avait une documentation importante et deuxièmement pour créer des méthodes, parce que je suis de ceux qui disent que l'histoire est une science, mais à chaque sujet, il doit y avoir des méthodes spécifiques. Et ce qui l'intéressait, Jean Meyer, c'était justement ma formation, polyformation, qui faisait que j'allais pas aborder ce sujet de manière purement historienne, mais avec différentes méthodes juridiques, économiques, etc. Et donc, il s'agissait vraiment de réfléchir sur la Vendée. Et là,
au cours de cette réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait deux grandes périodes au sein de cette guerre de Vendée. Il y avait la guerre civile, proprement dit. Il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu pendant la Révolution. Puis il y en a eu après. On les connaît. Mais ce que personne n'avait vu, aussi bien les bourreaux que les victimes, c'est qu'à l'intérieur de cette guerre civile, il y avait un système d'extermination et d'anéantissement, et qui plus est légal. C'est sans doute le seul crime d'État, parce que ce genre de crime est toujours commis par les États. C'est le seul crime connu de génocide qui a été conçu, voté et fait appliquer par un gouvernement à l'encontre d'une minorité, et tout ça en conscience partagée. Et ça a été voté. Ça a été voté. Hein. Que ça soit Talat Pacha, que ça soit Lénine, Staline, Hitler, Mao, etc., pour parler des plus grands criminels de l'humanité, aucun n'a fait légaliser les crimes de génocide qu'ils ont commis. Donc la Vendée est le cas unique, et je dirais que c'est un cas matriciel, parce que c'est la première fois dans notre civilisation qu'en conscience partagée, je rappelle toujours ce point, on a mis en place un système d'extermination de l'autre, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Justement, pour ce qu'il était, expliquez-moi, enfin, bon, on peut faire une parenthèse peut-être pour faire un peu un passage historique. La Vendée, ce qu'on appelle la Vendée, enfin la Vendée militaire, même la Bretagne quelque part, enfin surtout la Vendée militaire, était depuis peu de temps convertie au catholicisme. Louis-Marie Grignon de Montfort, c'était au XVIe siècle, non? C'était sur quel, il y a quelques centaines d'années seulement que Louis-Marie Grignon de Montfort avait catholicisé la Vendée, si je puis dire. Et quelle a été la raison profonde qui a poussé la Vendée à adapter enfin, de se lancer dans la contre-révolution Alors je crois que en la matière, il y a deux sentiments qu'il faut savoir distinguer. Il y a le sentiment humain, qu'on appelle en l'occurrence cléricalisme, et il y a le sentiment religieux proprement dit. Je crois qu'il faut faire cette distinction. Alors vous disiez, ce qui est juste, c'est que la Vendée a été non pas christianisée, mais rechristianisée en profondeur, parce qu'en fait, cette France du XVIIe, XVIIIe souffre de ce qui se passe au sein de l'Europe, d'ailleurs, de cette déchristianisation. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop effrayé par ce qui se passe à l'heure actuelle. Une déchristianisation en profondeur. Et la papauté s'est inquiétée de cela. Et c'est pour ça qu'elle a stimulé ce qu'on appelle les missions, et bien entendu les missionnaires. À l'ouest, vous avez eu plusieurs grands missionnaires. Alors, en ce qui concerne la Vendée militaire, on a retenu le gallo Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, parce que c'est lui qui a travaillé la Vendée militaire. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai consulté les carnets de bord, excusez-moi, les anachronismes, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et il est désespéré, parce qu'il considère que sa mission est une addition d'échecs. Et lorsqu'il meurt, il meurt dans une solitude totale. Dans la grotte et il meurt à Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Mais tout seul. En fait, c'est beaucoup plus l'œuvre de ses successeurs, les pères Mulhotin. Alors, ce qui est très intéressant en la matière, c'est que on se rend compte qu'au-delà de l'action directe, il y a les conséquences indirectes. Et en fait, ce qui s'est passé en 1789, c'est une conséquence indirecte. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante. Moi, je le vois bien dans mon village natal, la Chapelle-Basse-Mer, c'est le sentiment cléricaliste. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas qu'un État puisse persécuter quelqu'un en raison de sa pensée. Vous voyez, alors ça, c'est une réflexion que l'on pourrait croire très contemporaine. Elle est vraie au XVIIIe siècle. C'est saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs. Donc, ces gens vont défendre leurs frères, au sens large du terme, parce que on refuse ce totalitarisme. Ils comprennent pas, mais des guerres de religion, il y en a toujours eu. Alors ça, c'est autre chose. Ils le constat que dans l'histoire de l'humanité,
il y a toujours eu des hérésies ou décrétées comme telles, et des guerres de religion, des massacres. Oui, alors on n'a pas attendu 1789 pour ça. Oui, on est d'accord avec ça. Si on rentre dans le problème du protestantisme, c'est encore un autre problème et ça va nous emmener loin de notre sujet. Il y a Bijois avant. Il y a Bijois. Bon, ça c'est des problèmes religieux, qu'il faut étudier en profondeur. Là, en l'occurrence, c'est un problème politique. Hein? Et donc, lorsque l'Assemblée nationale, puis constituante, décide d'éradiquer le catholicisme sous sa forme classique, les gens disent non. Et ce qui est très intéressant, ils le disent au nom de la liberté de conscience. Et c'est en cela qu'ils deviennent monarchistes en réflexion, parce qu'ils se rendent compte que la monarchie défend la liberté de conscience individuelle. Et ils deviennent monarchistes pour cette raison, parce qu'ils se rendent compte que le régime républicain est un régime totalitaire, avec des normes absolues, et celui qui est contre la norme absolue devient hors la loi et rentre dans cette mécanique, et qui n'est pas avec moi et contre moi, qui n'est pas dans la loi et contre la loi, et à ce titre il doit être éliminé. Vous savez, vous êtes issu de la Vendée militaire. Moi, je trouve que je suis né à Niort. Niort, c'est aux limites de la Vendée. C'est la limite, c'est la zone bleue. C'est vraiment c'est la zone bleue. C'est vraiment la limite. Et il se trouve que quand j'étais enfant, dans les années 60 plutôt, oui déjà, je traversais régulièrement la Vendée parce que ma grand-mère habitait aux limites de la Vendée des Deux-Sèvres, mais enfin en pleine Vendée militaire. Donc, et à l'époque, je me souviens toujours de réflexions qui revenaient dans son entourage et tout ça. La Vendée était un département qui avait un compte à régler avec l'histoire, en particulier à la suite du génocide et tout ça. Et vous avez introduit ce concept un petit peu de la Vendée vengée quelque part, et ça a changé beaucoup de choses effectivement à partir de la fin des années 70. Votre premier livre, je crois, pareil, en 86 en fait. Ma thèse sur la Chapelle-Basse-Mer est soutenue en 83, et ma thèse sur le génocide franco-français la Vendée vengée en 85. Ouais. Mais en fait, c'est publié en 86 et ça va être notoirement connu et mondialement connu à la suite de la fameuse émission d'Apostrophe du 11 juillet 86, où en face de moi j'ai tous les ténors de la gauche gauchiste en fait, avec Martinel, fondateur du PSU, Jean Daniel, etc., qui me tombent dessus, alors que moi je suis dans une pure réflexion intellectuelle et eux ils sont dans une réflexion à la fois idéologique et politique. Donc on ne se rend pas compte et ils sont extrêmement violents. Alors que moi, je suis un universitaire tout à fait classique et bien élevé de surcroît. Ils sont mal élevés. Et donc il y a ce débat qui va se cristalliser et donner le succès de mes ouvrages. Le premier livre, les deux premiers livres ont un grand succès, un énorme retentissement, comme vous le disiez. Mais le scandale, je répète toujours, c'est pas la publication de mes ouvrages. Le scandale, c'est qu'on l'ait pas vu avant, et qu'on n'en ait pas parlé avant. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et ce qui est dramatique dans cette histoire, en fait, il y a un double drame. Il y a deux fois le meurtre de la Vendée. Il y a le meurtre physique, mais aussi le meurtre de la mémoire. Et c'est bien pour ça que j'ai créé ce concept. C'est pas seulement la République. C'est aussi Napoléon Ier qui indemnise tout ce que vous voulez. C'est aussi, malgré eux, Louis XVIII et Charles X, et c'est surtout ce bourreau incroyable qui est Louis-Philippe Ier, qui va être relayé après par la Troisième et la Quatrième République. Et en fait, ce meurtre programmé de la mémoire, il est programmé dans l'acte lui-même. C'est au moment du passage de la Loire du 17 et 18 octobre 1793 où Bonchamp, qui est un homme profondément chrétien et qui sait qu'il va mourir et qui va se présenter devant le bon Dieu, qui va le juger pour l'acte qu'il a commis, pour l'acte qu'il a accepté ou pour l'acte dont il est le complice, c'est-à-dire le meurtre, l'assassinat de 5000 Bleus qui sont des criminels. Et il va dire non, grâce aux prisonniers,
et on les libère. Et lorsque les prisonniers sont libérés et qu'arrive le général Westermann qui représente la Convention, il est sidéré que les Blancs aient libéré ces Bleus et qui va envoyer une estafette à Paris en disant qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là où se crée l'acte de mémoricide parce que le comité de salut public considère qu'il est de son devoir d'exterminer ces Vendéens pour ce qu'ils sont. Et il part du principe que les Vendéens n'ont pas le temps de rédiger leur mémoire, de faire des écrits, et donc cela va s'oublier avec le temps. Et en fait, l'histoire va leur donner raison, mais l'histoire est une matière vivante, et ce n'est effectivement que 150 ans, 170 ans plus tard, que l'on va découvrir la réalité, que les bourreaux en conscience avaient conçu, mais les victimes n'avaient jamais eu connaissance de ce crime d'État. Il faut bien le savoir, les Vendéens, jusqu'en 1985, n'ont jamais accédé à cette vérité. Et aucun chef vendéen, aucun roi, je parle de Louis XVIII et Charles X, n'ont su la réalité de la nature du meurtre de la Vendée. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication puisque tout aujourd'hui. était acté par un vote de la Constituante. Comment réagissent les historiens qui vous attaquent de gauche? Comment ils ne peuvent pas nier ça, puisque c'est écrit. C'est pas vous qui l'inventez, ça existe. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Alors, en la matière, tout a été dit et tout a été fait à mon encontre. En l'occurrence, j'ai même, on peut le citer, Jean-Clément Martin qui avait demandé l'annulation de ma thèse au nom de la science, parce que c'était absolument inacceptable au nom de la République. Nous sommes en 85, donc on se prépare au bicentenaire de la Révolution française. Jean-Clément Martin est d'une violence incroyable à mon égard, violence qu'il a toujours eue. Et tous les moyens, je raconte ça dans un livre qui est extrêmement précis, tous les moyens qu'il a pu utiliser, il l'a fait, y compris en disant que j'avais créé des documents, qu'il n'y avait aucun rapport entre la loi et le crime proprement dit, etc. Ils ont fait une loi, d'après lui, qui n'aurait pas été appliquée, en fait. Absolument. Et dans un premier temps, il a nié la loi en disant c'était faux. Puis, comme je l'ai publié, j'ai fait exactement la même chose qu'ont fait les Arméniens par rapport à leur génocide, c'est-à-dire publier les documents. C'est-à-dire que c'est tellement énorme que j'ai compris assez rapidement, en raison notamment de ce qu'écrivait et disait, entre autres, Jean-Clément Martin, mais aussi bon nombre de professeurs de l'université, pour l'essentiel robespierristes, marxistes, etc., qui ont été jusqu'à salir mon honneur. Hein. Et donc, la seule solution pour moi, c'était de publier les documents. Alors, certains ont été même jusqu'à dire que je les avais fabriqués. Je pense par exemple aux documents sur les tanneries de peau humaine, etc. Bon, et c'est pour ça que systématiquement je les ai publiés. Évidemment, on a maintenant les moyens de faire connaître ça au grand public, et c'est ce que j'ai fait à travers les nouveaux technologies. Et c'est pour ça que au sein du musée des guerres de l'Ouest à Plouarnel, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, il y a un musée là, au sein duquel il y a tous les documents originaux qui sont présentés. Et c'est important que le public sache que ma démarche est une démarche exclusivement scientifique. Et c'est ce qu'on fait après bon nombre de victimes des grands crimes d'État, que ce soit ceux subis commis par les communistes ou commis par les nazis, etc. Ils font des musées, ils présentent les documents, ils présentent les objets, etc. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire face aux mensonges officiels. À l'époque, vous les avez publiés donc, pour la première fois, vous l'avez publié chez des éditeurs qui avaient des pignons sur rue, comme on dit. Alors, en 1985, je n'ai pas pensé à les publier.
parce que on était dans une approche classique d'un ouvrage scientifique. On met simplement les notes, les références, etc. Le premier ouvrage a été publié où ça? En 1986, chez Perrin pour La Chapelle-Basse-Mer et au PUF pour le génocide franco-français d'Avant d'Éranger. Qui était reconnu. Absolument reconnu. D'ailleurs, chez Perrin, on m'a demandé la justification. Le directeur de chez Perrin, à l'époque, c'est Monsieur de Vivier, un très très grand éditeur, m'a demandé les preuves. Et je lui ai présenté, et comme c'est un historien de formation, il a évidemment vu que je ne mentais pas. Et puis en plus, je rappelle, c'est une thèse donc à l'université, et dans le cadre de cette thèse, eh bien, il y a toujours des deuxièmes cahiers avec tous les documents originaux. Et c'est là où Jean-Clément Martin et les autres ont été profondément malhonnêtes en disant que j'avais créé de toutes pièces ces documents. Il suffit d'ouvrir le journal officiel pour voir que les lois d'extermination et d'anéantissement ont été légalisées. C'est quand même de la diffamation. Vous n'avez pas pensé à les attaquer pour diffamation? Vous savez, on a une justice subjective. Donc je n'ai jamais pris le risque, sauf une fois, d'attaquer un journal parce que je me suis rendu compte très que aller devant les tribunaux pour ce genre de problème, eh bien, si vous n'êtes pas dans le courant officiel ou s'il n'y a pas des enjeux idéologiques et politiques, bon, vous êtes toujours condamné, et puis les indemnités, sont tellement minimes que ça ne paye pas les frais de justice. Vous allez faire condamner pour avoir un acte de justice, pas pour s'enrichir. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça coûte aussi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Vous faisiez allusion au musée des guerres de l'Ouest à Cornell. Vous avez, en fait, à partir de des quelques livres, enfin des premiers livres que vous avez publiés, vous avez été amené à participer à tout un renouveau culturel finalement autour de cette histoire, enfin cette partie de l'histoire des fêtes de la Vendée, en particulier. Alors le plus connu, l'élément le plus connu, c'est le Puy du Fou. Vous avez participé vous-même, Reynald, au Puy du Fou? Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Non. L'autre jour, Philippe de Villiers est venu inaugurer le mémorial de l'extermination de la Vendée à la Chapelle-Basse-Mer. Et ce qu'il disait était juste. C'est-à-dire que nous sommes partis en même temps. Moi, au niveau, excusez-moi de commencer par moi, mais au niveau universitaire, intellectuel, et lui au niveau ludique avec le parc national. Et on s'est rejoint à la crête de cette colline. Et en fait, c'est un travail, c'est ça qui est très intéressant, qui a été réalisé en même temps. Et Philippe de Villiers, qui est un génie créatif comme rarement on en a vu, et d'ailleurs je regrette que la France ne le salue pas à ce niveau-là. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être parce que le Puy du Fou est une merveille. C'est extraordinaire, et je dis toujours, allez passer 2-3 jours au Puy du Fou, c'est un plaisir incroyable et un centre de formation. Quand on sait le nombre de gens qui passent chaque année au Puy du Fou. Plus de 2 millions maintenant. C'est énorme. C'est énorme. On voit cette tribune gigantesque, je sais plus, 40 000 places. La cinécénie est incroyable. Et je pense que si, aujourd'hui, curseur se déplace à nouveau dans le bon sens, apparemment en tout cas. Il a joué un grand rôle. Il a joué un rôle même primordial, je dirais, dans tout ça. Si on voit les cars qui arrivent de la France entière, des gens qui viennent de l'Europe, entière, qui viennent découvrir ce spectacle. Et au sein de ce parc, il y a ce spectacle extraordinaire, le dernier Panache, qui est Il y a quelques années que j'y suis pas allé, donc j'ai pas vu. Qui est vraiment extraordinaire. En fait, tout se focalise autour de la vie de Charette, mais Philippe de Villiers raconte tout, y compris tout ce qui s'est passé au sein du comité de salut public et de la Convention, et notamment, il présente bien les lois, etc., d'extermination et d'anéantissement, parce qu'il y a les deux choses, hein. C'est-à-dire que on tue les gens, mais aussi on anéantit leurs biens. Je rappelle toujours que les Vendéens étaient tellement déshumanisés qu'ils avaient même perdu leur personnalité juridique et qu'à ce titre, ils pouvaient même plus être propriétaires. Donc on a nationalisé leurs biens le 1er août 1793. Il y a une question qui me vient à l'esprit à l'instant. Napoléon.
Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la Vendée et tout ça? Je parle pas on va pas faire l'histoire de Napoléon, mais par rapport, vous savez, il y a l'histoire, alors je sais pas si elle est vraie, je crois que c'est Philippe de Villiers qui la raconte, aux 4 chemins de Loire. Un jour, Napoléon revient, je crois, des guerres d'Espagne. Il arrive à passer aux 4 chemins de Loire. Et là, il s'arrête dans une auberge. Vous connaissez peut-être mieux l'histoire que moi, d'ailleurs. Et il demande à l'aubergiste, alors, toi, l'aubergiste, qu'est-ce que t'as fait pendant la guerre de Vendée? Et puis, type plutôt, cherchant à garder une certaine neutralité, puis surtout, voulant pas s'attirer les foudres de l'empereur, pensait-il. Oh, moi, vous savez, je regardais ça, et tout ça. Bon, puis Napoléon, le regarde avec un peu de mépris, et puis là, il y a sa sœur qui tenait l'auberge. Et sa sœur lui dit, moi, j'ai soutenu la grande armée catholique et royale. Et là, Napoléon lui aurait dit, c'est vous qui aviez, enfin, vous avez, et demandez-moi ce que vous voulez. Et c'est là où elle a demandé la reconstruction des quelques églises c'est vrai, c'est ça? Alors, l'histoire est vraie, mais c'est, peut-être que voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est une histoire qui a été racontée et re-racontée, notamment dans ce livre extraordinaire de Gabory sur Napoléon et la Vendée. En fait, le fin fond de l'histoire, je l'ai retrouvé quand j'étais au conseil régional de Poitiers, directeur de communication. J'avais un de mes amis qui était préfet des Deux-Sèvres, et en fait, l'histoire est tout autre. Je vous la raconte en quelques mots. Allez-y. En fait, Napoléon va en Espagne parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Il est en train de dominer l'Europe, et puis en Espagne, il se fait fracasser par la résistance individuelle des Espagnols. Bien. Et il remonte, et à un moment donné, il bifurque, il va en Vendée. On connaît cette scène incroyable où il rouspète l'architecte, les responsables de la reconstruction de la Roche-sur-Yon, parce que en fait, ce n'est que boue, etc. Il est très en colère. Et on s'est focalisé là-dessus, mais en fait, l'origine de cette histoire n'est pas du tout là. C'est un prétexte. En fait, l'origine de l'histoire est due à un préfet Dupin. Vous parliez tout à l'heure d'honneur, préfet des Deux-Sèvres, qui est le père de la statistique moderne. Et ce préfet, qui est d'une intelligence remarquable, qui est un ami personnel de l'empereur, a demandé à être nommé préfet des Deux-Sèvres, qui est vraiment le département le plus pouilleux. Attention, c'est là où le plus pouilleux de France. Il a perdu. J'y ai vécu 18 ans. Là, il a vécu. J'y suis pas né, mais j'ai vécu mon enfance, mon adolescence. Avant la Révolution, c'est un espace extrêmement riche, mais c'est la Révolution qui va ruiner ce département. Et vous avez vu, je n'ai pas parlé de la Corse, parce que à l'époque, on dit que il est aussi pouilleux que la Corse. Pardon, pardon pour mes amis corses. Et donc, c'est Dupin qui le fait venir. Et ça m'a toujours surpris. Et moi, je suis un habitant de l'Ouest, je suis brito-vendéen, et je sais toujours que derrière un homme, il y a une femme. Et à ce préfet, j'avais demandé, cet ami préfet qui est décédé maintenant, j'avais demandé de me retrouver la femme. Et en fait, il me l'a retrouvée, c'était la veuve Gélie. Et en fait, c'est cette femme qui est à l'origine de l'indemnisation de la Vendée. Si vous voulez savoir qui est un homme, il faut chercher la femme. Et en fait, cette femme, c'est la veuve de Danton. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est extraordinaire. Danton, qui est un patriote, proche du peuple, est marié, il est père, et il part en Hollande. Et puis sa femme meurt. Il revient. C'est un scandale énorme. Il fait déterrer sa femme pour l'embrasser une dernière fois. Ça fait la une des journaux, scandale. Il écarte les vers pour l'embrasser. Et puis il faut élever les enfants. Ouais. Et il y a une petite gouvernante qui est là, et puis il dit, tu vas être ma femme. Et elle lui dit, que nini, tu seras ma femme. D'accord, moyennant 2 conditions. 1, tu changes de vie. 2, mariage avec un prêtre réfractaire. Et donc, Danton s'est marié dans les soupentes d'un hôtel de Paris, mariage béni par un prêtre réfractaire. Et puis, bien entendu, elle s'est retrouvée veuve et elle va épouser le baron Dupin.
Et c'est à travers elle, que la Vendée s'est fait indemniser. Alors, pour répondre à votre question, Ça ressemble à ça. Napoléon a joué 3 grands rôles par rapport à la Vendée. Pour commencer, il a refusé de participer aux crimes d'extermination. Il a refusé. C'est important. Il a envoyé ses bagages qui ont été pillés par les Vendéens, mais lui n'a jamais participé. 2, il a fait voter des lois d'indemnisation, 1808 pour la Vendée, 1811 et 1812 pour les Deux-Sèvres. On a toutes les listes d'indemnisation pour les Deux-Sèvres, c'est ce que je dis dans le génocide franco-français, la Vendée-Vengée, village par village, maison par maison. On a absolument tout. Et c'est pour ça que la chapelle Basse-Mer, en termes de méthode, est extraordinaire, parce qu'à la chapelle Basse-Mer, j'ai retrouvé la liste exacte de l'indemnisation versée par Napoléon. Et comme c'était mes ancêtres qui étaient les notaires de l'époque, nous avons la valeur de l'habitat. Et à la chapelle Basse-Mer, c'est 366 maisons sur 990 qui ont été détruites. Mais si on valorise ces maisons, on se rend compte que l'idée de rayer de la carte la Vendée, émise par les conventionnels, et qui passe par les marchés, c'est-à-dire les bourgs, eh bien, c'est réalisé à la chapelle Basse-Mer. Et moi, qui suis natif de la chapelle Basse-Mer, j'ai reconstitué l'itinéraire de la colonne infernale Cordelier, qui est venu 2 fois à la chapelle Basse-Mer, le 10 et 17 mars 1794. C'est la même colonne, d'ailleurs, qui a sévi au Luc-sur-Boulogne. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'au Luc-sur-Boulogne, ce sont mes ancêtres qui sont du côté de mon père, et à la chapelle Basse-Mer, idem. C'est-à-dire que c'est la même colonne infernale qui a exterminé 2 branches de ma famille. Et donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque année, on fait un pèlerinage entre les Luc-sur-Boulogne et la chapelle Basse-Mer pour réconcilier cette mémoire. Et donc, on a la liste précise. Et la chapelle Basse-Mer, en cela, c'est un carottage extraordinaire. Donc, Napoléon fait indemniser... Les indemnisations, c'était qui? Parce que les familles ont été plutôt massacrées. C'est leurs survivants qui touchaient l'indemnisation ou c'est oui, la commune? Non, ce sont les propriétaires des maisons. Il y a toujours un propriétaire des maisons. Et en fait, Napoléon fait faire ça par un architecte du Vivier, contrôlé par le maire. N'oubliez pas qu'à l'époque, le maire est un fonctionnaire qui est nommé par le pouvoir central. Napoléon a un grand souci des finances publiques. On n'est pas en 2022, on est en 1800. Quoi qu'il en coûte, c'est pas Napoléon. Non, pas du tout. On est en 1808, 1811 et 1812. Et il fait indemniser. Et donc, indemnisation maison par maison. Donc on évalue la maison sous l'Ancien Régime, la valeur de la maison restaurée, et on indemnise en conséquence. On a la liste extrêmement précise. Vous avez tout ça dans mon livre, Le génocide franco-français, La Vendée-Vengée, et ce livre sur la chapelle Basse-Mer. Et donc, c'est très précis. Puis la troisième chose, il va en parler. Et dans le spectacle qu'on parlait tout à l'heure de Philippe Duvillier, Le Dernier Parnache, eh bien, Philippe Duvillier mentionne cela. Il a une véritable admiration pour Charette, et il le dit, et ça a été rapporté dans ses mémoires. Donc voilà. Donc Napoléon a joué un très grand rôle vis-à-vis de la Vendée. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si les Vendéens défendent la statue de Napoléon à La Roche-sur-Yon. Le centre de La Roche-sur-Yon, et on t'es dit qu'à chaque point, à chaque croisement de rue de La Roche-sur-Yon, on devait voir la statue de Napoléon. Ouais. C'est peut-être un peu difficile, mais enfin, c'est ce que la ville a grandi. La ville a grandi, oui. Mais alors justement, l'heure avance. Moi, la question que je voulais vous poser aujourd'hui, parce que vous avez fait beaucoup de livres, vous avez fait notamment toutes ces collections de bandes dessinées, vous êtes scénariste. Je rappelle pour ceux à qui ça aurait pu échapper que pendant des années, dans toutes les stations-service, il y avait vos bandes dessinées sur... il y a l'histoire de la Bretagne en 10 tomes, je crois, en 10 volumes, plus la guerre de Vendée, les rois de France. Ça a quand même été un énorme succès, ces bandes dessinées. Oui, c'est vrai, je peux raconter l'histoire. Et avec leur diffusion dans toutes les stations-service. J'étais dans le réseau Total.
Et un jour, j'ai vu surgir devant moi un monsieur qui m'a déclaré qu'il était franc-maçon et qu'il me ferait chasser de ces stations. Il a mis du temps, mais il a réussi effectivement, et j'ai perdu tout ce réseau. Je rappelle toujours que je ne suis pas distribué dans la grande distribution, je n'y arrive pas, hein, tout simplement. Et pour avoir ces bandes dessinées, il faut aller sur mes sites Rénal Sécher Édition. C'est le seul moyen qu'on ait à l'heure actuelle pour les avoir. Pour avoir toutes vos voilà. C'est peut-être diffusé dans quelques librairies. Oui, c'est essentiellement les librairies religieuses grâce à AVM, mais je n'accède pas au grand réseau ou au château, etc. Rarement, hein, je veux dire. Alors c'est dommage parce que si j'ai fait de la bande dessinée, c'est parce que je voulais rendre accessible l'histoire. Mais mon crime, c'est que je me suis reposé sur les 4 piliers de l'histoire, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui font l'histoire, la chronologie, c'est fondamental, la chronologie, la cartographie et les événements. Et à l'heure actuelle, au sein de l'éducation, on a gommé tout cela pour mettre ce qu'on appelle la thématique. Et c'est pour ça que le seul moyen à l'heure actuelle pour un jeune d'accéder à l'histoire, c'est d'aller à ce genre de support. Et c'est pour ça que j'ai créé ces bandes dessinées. On doit avoir à l'heure actuelle une 40aine de titres. Et ce sont des véritables fiches de lecture. Il suffit de donner ça à un jeune qui va les lire dans des endroits extrêmement où on est extrêmement concentré, en l'occurrence les toilettes, hein, ce qui fait beaucoup sourire. Je dis toujours aux parents, laissez les bandes dessinées dans les toilettes. Et donc ils lisent ça une fois, 2 fois, et ils connaissent leur histoire. Et de plus en plus de parents m'appellent en disant merci pour la note que mon fils a eue pour le bac, notamment pour les bandes dessinées de la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à vos bandes dessinées qui sont conçues comme de véritables fiches de lecture et qui sont ludiques. Vous savez, c'est ce mot qui paraît-il, oui, j'ai découvert ça, est un mot trop difficile pour nos jeunes aujourd'hui. Voilà, mes amis, l'heure avance et il y a encore beaucoup de choses, on ne se lasse pas de vous écouter, Renald, et surtout on apprend énormément de choses. Alors, il y a deux autres aspects de votre activité dont on avait parlé, vous avez fait allusion tout à l'heure, au Luc sur Boulogne. Tous les ans, il y a un pèlerinage. Enfin, c'est pas absolument, Charette, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, mais oui, c'est dans l'esprit de ce que vous faites. Oui, oui. En tout cas, ce pèlerinage qui part de la Croix de Charette, la Croix de Charette pour aller à côté de la Chaboterie et qui va jusqu'au Luc sur Boulogne, là où il y a eu cet épouvantable massacre. Et dont personne ne parle, évidemment. On parle beaucoup d'autres massacres, mais pas de celui-là. Et qui rassemble beaucoup de monde. C'est un mot, si vous permettez. Je rends hommage là encore à Philippe de Villiers, oui. Qui a matérialisé grandeur nature la mémoire de la Vendée. Il y avait eu des associations, il y a encore des associations qui travaillent dans ce sens. Le Souvenir vendéen, pour citer la plus célèbre, qui a fait un travail extraordinaire, hein, relayé par d'autres associations. Vous parliez de la Vendée militaire. Tout ça, c'est assez extraordinaire de travail, de réveil et d'entretien. À partir d'événements ou de... Est-ce qu'on parle quand même différemment depuis vos travaux, absolument, depuis vos livres? Oui, oui, on ne peut plus cacher, éventement pour le minimiser, mais on ne peut plus. Mais vous savez, c'est très difficile de parler maintenant de la Révolution sans parler du génocide. Et d'ailleurs, c'est pour... Moi, je ne vais pas le nommer, d'un des conseillers de François Mitterrand qui m'a dit ce que vous avez fait est inqualifiable parce que vous avez discrédité la France. Je lui ai dit non, c'est pas moi qui ai discrédité la France. C'est le crime qu'elle a commis. Et elle a discrédité 2 fois la Révolution française. Lui ne niait pas le génocide. Ah, du tout. Moi, j'ai un mot de François Mitterrand. Il vous reprochait de l'avoir mis... oui, de l'avoir révélé. Hein. Moi, j'ai un mot de François Mitterrand. On lui avait envoyé son livre. Un mot tout à fait aimable de François Mitterrand. Je rappelle qu'il n'était pas sectaire. Hein. C'est un intellectuel. Et c'est un homme de culture. Là, on n'est pas chez Chirac ou chez Macron. Ce sont des gens de culture. Hein.
Et alors, deuxième aspect, et vous avez un petit peu, on a parlé depuis le début de cette émission, la chapelle Basse-Mère. Alors, la chapelle Basse-Mère, pour résumer en quelques mots, interrompez-moi si je me trompe, c'est un édifice religieux qui était en ruine depuis les guerres de Vendée, et vous avez entrepris, il y a une vingtaine d'années à peu près, 30 ans, de le restaurer complètement à l'identique, tel qu'il était avant d'être saccagé, et vous avez réussi, grâce à l'aide de beaucoup de jeunes qui sont venus tous les ans passer leurs vacances ou quelques jours de vacances à travailler. Alors, racontez-nous un peu cette aventure formidable qui vient de se conclure donc il y a quelques semaines par l'inauguration en présence de Philippe de Villiers, entre autres, et de beaucoup de gens, de la nouvelle chapelle Basse-Mère. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais enfin en tout cas la chapelle Basse-Mère ressuscitée. Alors moi je suis né dans une famille classique, enraciné et à la suite de la nationalisation des biens de la Vendée le 1er août 1793, qui a toujours eu conscience de l'importance du patrimoine, à la fois matériel et oral. Donc je suis du Marais breton, de Châlons, Saint-Gervais, des Lucs-sur-Boulogne et de la chapelle Basse-Mère. Je suis né et j'ai vécu, et je vis toujours d'ailleurs, à la chapelle Basse-Mère. Bien. Et à la chapelle Basse-Mère, j'ai vécu toute mon enfance avant de traverser la Loire pour faire mes études à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon chez les eudistes. Je suis de formation eudiste, moi. Formation, là aussi, classique. Et je n'ai découvert en profondeur la chapelle Basse-Mère que grâce à Jean Meyer, qui a été mon professeur de thèse, qui m'a demandé, ce que je vous racontais tout à l'heure, de faire ce carottage sur la chapelle Basse-Mère. À la chapelle Basse-Mère, j'ai un réseau d'amis et j'ai été élevé par ma grand-mère et qui avait un ami prêtre et qui était un intellectuel, un professeur d'anglais au collège Saint-Stan de Nantes. Et un jour, en me promenant dans la campagne chapelaine, en marchant sur une voyette, comme on dit dans le vignoble, c'est-à-dire un chemin, il m'a fait voir un bosquet en me disant « Là, il y a la première église du village qui a 1000 ans, hein, et un jour tu la restaureras. » D'où ça m'a soulevé un certain nombre de questions, et notamment celui de l'origine de la chapelle Basse-Mère. Vous aviez quel âge à l'époque ? Oh, j'avais 15 ans. Ah oui. Hein, 15 ans. Et à 15 ans, on pense à autre chose que de restaurer une chapelle. Vous êtes un homme, vous savez ce que cela veut dire, le rêve de partir aux États-Unis, c'est qui était mon cas. Et donc, lorsque j'ai fait mon étude sur la chapelle Basse-Mère, je me suis dit, tiens, je vais sauver la mémoire de cela en dressant les plans de tous les bâtiments qui subsistent encore. Et quand je me suis glissé sous les épines, les orties, les ronces, tout ce que vous voulez, et que je suis rentré dans ce bâtiment millénaire qui allait s'effondrer, je me suis dit, on ne peut pas, on n'a pas le droit de détruire ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un arrêté de péril et je me suis dit, il faut absolument sauver ça. Et je pense, et je le dis toujours, il faut savoir dire non. Non à l'histoire, non à la politique, en disant, on n'a pas le droit de faire cela. Il faut s'engager, il faut se battre pour sauver. Et donc, je l'ai racheté d'abord à mes cousins, puisque ça appartenait à ma famille. Et puis après, j'ai voulu la donner au diocèse, mais qui n'en voulait pas, ce qui se comprend aisément. La commune non plus, parce que c'était des budgets colossaux. Et donc, j'ai entrepris effectivement de prendre mes outils et de créer des camps. Et en 30 ans, j'ai formé 2000 jeunes pour restaurer la chapelle, mais après qu'on a envoyé en mission 2000 jeunes sont passés. 2000 jeunes, oui. Et que j'ai envoyé à travers toute la région, la France, l'Europe et même le monde, puisque certains de mes jeunes ont sauvé des bâtiments en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Syrie, etc. Et donc, grâce à ce que j'ai fait là, eh bien, on a
pu sauver ici et là un certain nombre d'éléments de construction qui étaient souvent voués à la destruction. Il faut rien laisser passer. Cette chapelle Alors, on l'a. C'est une chapelle qui a effectivement 1000 ans, d'où l'origine du nom de la chapelle Basse-Mer. C'est la chapelle du seigneur Bassamarus. Et c'est pour ça que lorsque le maire, comme cela, a débaptisé la commune pour l'appeler Divat-sur-Loire, je me suis battu. Et d'ailleurs, ça passe au Conseil d'État aujourd'hui, vous voyez, puisque j'ai fait appel, je ne sais pas le résultat, pour justement dénoncer cette politique mémoricidaire. D'ailleurs, je ne comprends pas que les Français ne réagissent pas quand on débaptise leur commune. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est le meurtre des meurtres. C'est l'embryon de l'identité. Parce que demain, on va retirer leur nom. On va les appeler par des numéros. On va leur donner des... Pour beaucoup, dans le village planétaire, on n'a pas besoin d'avoir des noms qui ont le moindre sens. Absolument. Des numéros. Et les gens, un jour, j'en parlais à des journalistes du Figaro qui me disent « Oui, mais ça ne nous concerne pas. Oui, parce que ce sont des urbains. On est en train de débaptiser massivement les noms des villages de la ruralité. Les journalistes, ça ne les... De toute façon, on transforme la France. Alors ici, c'est des éoliennes, là, c'était l'autre chose. Comme les nouveaux noms des régions. Les zones industrielles. Des noms qui ne veulent rien dire. Des zones commerciales où il y a les mêmes bâtiments un peu partout. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on débaptise, on donne souvent des noms de liquides. Ouais. Divat, c'est le nom d'une rivière qui est morte. Et sur Loire, c'est là où on a noyé les gens de la chapelle Basse-Mer. C'est comme si on appelait Israël Buchenwald sur mer morte. C'est exactement la même chose. Et c'est pas par hasard, c'est la Révolution française va débaptiser les provinces et donner des noms de départements qui sont souvent liés au liquide. Parce que c'est plus rien. Bon. Et c'est pour ça que il faut le combat est là aussi. Et il faut se battre pour ça. Donc, moi, j'ai saisi la justice. Puis, en plus, il faut savoir que les noms appartiennent au patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, c'est un devoir de se défendre. Et j'ai payé les choses, les procès moi-même de mon argent propre, parce que croyez-moi, j'ai pas eu d'aide ou quoi que ce soit. Mais je trouve que un historien comme moi, qui lutte contre le mémoricide, je me dois. Donc, en fait, c'est pour rebaptiser la commune du nom de Basse-Terre, c'est ça? Redonner son nom. Redonner son nom, oui. Chapelle Basse-Mer. Oui. C'est un nom extraordinaire qui correspond à une histoire forte qui n'a jamais été discutée. Et pourquoi ils ont voulu la changer? Plus d'histoire, plus de mémoire. C'est vraiment très simple. On trouvait que ça faisait... raison officielle. Non, bien sûr que non. Chapelle, c'est religieux. Basse-Mer, c'est le nom du Seigneur. Donc on gomme l'histoire parce que c'est une histoire enracinée. Vous savez, dans le cadre, vous savez, dans le cadre de l'Europe future, on peut très bien imaginer qu'on débaptise la France pour l'appeler les terres de l'Ouest. Et c'est ça la logique des choses. Regardez, alors, la Picardie, le Nord, c'est devenu maintenant les Hauts-de-France. Et les Alsaciens se sont battus, ils ont raison. Les Corses se sont battus et ils ont raison parce que ce sont des peuples courageux et qui ont conscience que leur identité s'enracine d'abord dans leur nom. Prenez un département au hasard, par exemple la Mayenne. Vous avez entendu parler? Je connais. La Mayenne, bon. Voilà. La Mayenne, c'était le Maine autrefois. Absolument. Avec la Sarthe, une partie. Là encore, vous voyez, c'est un nom d'eau. Voilà. Et le Maine, c'était une province. Tous les départements, c'est des noms de rivières. Non pas aux régions, mais aux provinces. Oui, mais et à l'intérieur des provinces, il y a les pays. Il y a ce qu'on appelle les pays. Il y a le pays de ci, le pays de ça. Mais Roland, je suis tout à fait d'accord, mais tous les noms de départements, c'est toujours un nom de rivière qui coule. Bon, pas l'essentiel, oui. Pour la plupart. Vous savez pourquoi la Vendée s'appelait la Vendée? Les Deux-Sèvres dont on parlait avant, c'est parce que. Vous savez pourquoi la Vendée s'appelait la Vendée? Parce que la Vendée, c'est un petit cours d'eau qui passe au sud du département de la Vendée, en réalité. Et il se trouve que quand on a voulu... Je parle sous le contrôle de monsieur le professeur. Notre autre professeur n'est pas là, mais ça serait la même chose. Quand on a voulu baptiser la Vendée, il y avait deux rivières, il y a le Petit Lait et le Grand Lait. Les deux laits. Et on a voulu appeler la Vendée les deux laits. Mais il se trouve que les deux députés vendéens, les deux malheureux, étaient des gens très laids. Et on s'est dit, si on l'appelle la Vendée les deux laits, on va les vexer. Donc déjà, il y a eu un politiquement correct qui a fait qu'on a appelé ça. Mais vous savez, quand on étudie le verbe, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on appelle les Vendéens les ventres à choux? Tout le monde dit, ah oui, parce qu'ils mangeaient des choux, mais pas du tout. C'est l'expression même du génocide. Parce que lorsque les républicains, les bleus, tuaient les enfants, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des feuilles de choux sur le nombril. C'est un cicatrisant.
Et c'est pour ça qu'on les a appelés les ventres à choux. Vous voyez, c'est intéressant d'analyser les noms, les mots. Écoutez, Rénal Sécher, on s'en lasse pas. On apprend plein de choses. On va rappeler votre dernier livre. La guerre de Vendée à la chapelle Basse-Mer, donc à Rénal Sécher édition. Oui, pour le moment, on peut trouver que chez moi dans la maison d'édition. Oui, Rénal Sécher édition. Il sera mis en vente au grand public à partir d'octobre prochain. Ah d'accord, donc il n'est pas encore en vente. Si, il n'est pas encore en vente. Déjà chez vous, là. Chez moi. Voilà, pour le moment, c'est une pré-vente. Hein. Et en fait, ça, c'est un roman historique. Je raconte l'histoire de la chapelle Basse-Mer sous la Révolution. Et c'est une histoire vraie. Le fond de l'histoire est vrai. C'est le rapport qu'il y a eu entre les bourreaux et les victimes qui s'est matérialisé par un mariage entre une fille victime et un bourreau. Chers amis, il faut arrêter malheureusement. Donc merci Rénal Sécher d'être venu nous parler. Il y a beaucoup de choses aussi dont on n'a pas parlé, mais on aurait pu parler. Mais l'histoire de la Vendée est inépuisable. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça sera l'occasion de revenir. Merci. À l'occasion d'un prochain livre, espérons-le. Et puis pour aller à la chapelle Basse-Mer, il y a tout un projet culturel. C'est vraiment très simple. D'abord, la chapelle chapelle Basse-Mer, c'est placé sur la rive gauche de la Loire entre Nantes et Ancenis. Oui. Et là, nous avons inauguré le mémorial de l'extermination de la Vendée. Donc, vous êtes les bienvenus. Hein. Maintenant, vous pouvez visiter. On a fait tout un ensemble magnifique sur 2 niveaux. Eh bien, amis téléspectateurs, si vous passez dans la région, dans le sud de la Loire Atlantique, on va l'appeler comme ça, dans le confin de la Vendée et de la Bretagne. Et c'est ouvert tous les jours. À la chapelle Basse-Mer, c'est ouvert tous les jours. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.